Je suis M. Nguessa Amani Michel, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, sous le régime de M. Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, après la guerre, la direction du Front populaire ivoirien a été décimée, en prison, partie en exil. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle direction intérimaire a été mise en place. Dans cette nouvelle direction, je suis troisième vice-président du Front populaire ivoirien, chargé fondamentalement des questions de défense et de sécurité. Et tout dernièrement, après l'emprisonnement du secrétaire général Akoun Laurent, on a ajouté à ses responsabilités les représentations à l'étranger du parti et les relations internationales. Dans les années 82, déjà, nous étions étudiants à l'Université nationale de Côte d'Ivoire et à l'époque, c'était le parti unique. Et en tant qu'étudiants, c'est-à-dire dans le milieu des idées où les idées bouillonnent, nous ne supportions pas du tout le parti unique. On cherchait donc un modèle d'individu en qui nous pouvions retrouver le modèle démocratique que nous souhaitions et que surtout nous découvrions dans les livres. C'est alors que nous avons entendu parler de M. Gbagbo Laurent, un enseignant, un universitaire. En 1982, il devait animer une conférence sur le mal développement, qui était déjà utilisé comme thème dans les livres de René Dumont. Cette conférence, le thème déjà nous a accrochés. Et nous étions tous en tant qu'étudiants prêts à aller écouter le professeur Laurent Gbagbo. Et cette conférence a été interdite. C'est une injustice de trop que dans le parti unique, nous étudiants n'avons pas soutenu, n'avons pas supporté. À partir de ce moment-là, M. Gbagbo devenait très populaire dans le milieu estudiantin. Mais à cela, il faut ajouter les nombreux ouvrages qu'il avait écrits déjà. Et à partir de cette conférence ratée, nous avons commencé à nous intéresser à ses écrits. Et dans l'un des derniers ouvrages, Agir pour une Côte d'Ivoire démocratique, pour les libertés démocratiques en Côte d'Ivoire, ce livre nous a beaucoup accrochés. Et surtout, M. Gbagbo se présentait à l'époque comme le défenseur des pauvres, pour dire les choses simplement. Le défenseur des pauvres, sortant des villages, tout petits villages de Côte d'Ivoire. Plusieurs de nos parents n'ont pas pu aller à l'école à cause de la tenue scolaire, à cause de l'achat des ouvrages scolaires, etc. Eh bien, M. Gbagbo, à partir des écrits, nous disait que s'il arrivait au pouvoir, il pouvait donc réduire ses charges pour qu'on puisse aller dans une école globalement gratuite. Voilà pourquoi, en 1990, je n'ai pas hésité à choisir le Front populaire ivoirien comme parti, comme mon parti. Adhérer au Front populaire ivoirien, c'était déjà un sacrilège, dans la mesure où, il faut l'avouer tout juste, en Côte d'Ivoire, il y a un mal profond, un mal social, c'est qu'il y a 61 ethnies, et les partis politiques qui ont existé avant 1957 étaient pratiquement sur cette base. Et le parti unique est venu effectivement supprimer le pluralisme des partis. Et au moment où les partis renaissaient, il y avait le PDCI, supposé être le parti du centre, des populations du centre. Il y a eu le FPI, parce que dirigé par M. Gbagbo Laurent, un BT, donc supposé être le parti des populations de l'Ouest, et particulièrement les BT. Et puis il y a eu le RDR en 1994, qui aussi, sociologiquement, est le parti des gens du Nord. À partir de ce moment-là, moi, Mbaoulé, choisissant de militer au Front populaire ivoirien, c'était inédit pour la conception globale chez nous en Côte d'Ivoire. Mbaoulé doit militer au PDCI-RDA. Et voilà Mbaoulé Purtin qui milite au Front populaire ivoirien, créé et dirigé par un BT. C'était là le début
de mes souffrances. Mes parents vont me rejeter, je vais être exclu de mon village, pour la simple raison que je suis baoulé et j'ai choisi de suivre un BT. Or, dans ma conception des choses, je ne suivais pas un BT, mais je suivais plutôt une idéologie. Et pourtant, j'ai été victime de brimades, de persécutions par mes propres parents, les baoulés, au centre. J'ai été chassé. En 1995, je serai mis en prison. Et partout, mes parents vont me persécuter. J'étais comme excommunié. Il n'y avait plus de droits civiques dans ma communauté. C'était extrêmement difficile. Mais il faut reconnaître qu'en 1990, on était déjà sorti de la clandestinité. Donc, je n'avais plus besoin de pseudonyme pour me cacher. Je militais donc à visage découvert, ce qui me valait véritablement la persécution. Mais il fallait tenir. Quand le cœur y est, eh bien, on y reste. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, en 1988, quand M. Gbagbo Laurent est revenu de l'exil de France, de Paris précisément, il a été invité au palais par le président Houphouët, et parlant de la volonté de certains Ivoiriens de renverser son régime, Houphouët a dû répondre à une question de M. Gbagbo. Ça m'a beaucoup marqué à la télévision nationale. Indexant donc les opposants de vouloir déstabiliser son régime, M. Gbagbo a eu le courage d'interroger en direct le président Houphouët. À l'époque, c'était osé. Demander à Houphouët à la télévision nationale, qui est regardée par tous les Ivoiriens à l'époque. Est-ce qu'il s'agit de moi, monsieur le président? Et Houphouët a répondu, non, 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 il ne s'agit pas de vous. J'ai compris alors que M. Gbagbo avait de l'autorité. Il avait un courage à nul autre pareil. Et ça m'a beaucoup marqué. Et ça a rajouté même à l'amour, l'affection finalement, du sentiment idéologique qui a fondé notre union. Il y avait une affection par rapport au courage, à l'audace de ce monsieur qui savait ce qu'il voulait finalement. Il nous a plu. Et il était l'idole, il était le modèle de la jeunesse à l'époque. Ce qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est que dans les documents de base du Front populaire ivoirien, il est écrit dans les textes fondamentaux du FPI, M. Gbagbo demande que son parti assure une transition pacifique à la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'armes pour faire la politique. Et pendant 30 ans, ce monsieur a fait l'opposition à M. Houphouët-Boigny, ensuite à M. Bédié, sans jamais parler de l'usage du fusil en politique. Ça nous a intéressés parce que pour nous, à l'université, c'était les débats d'idées. Pour toute université d'ailleurs, c'est les débats d'idées. Et nos armes, c'était nos idées. Alors, au lieu de confrontation des idées, saine confrontation des idées, eh bien, certains vont venir plus tard, comme nous allons le voir, certains vont venir plus tard utiliser malheureusement le fusil en politique, à la grande désolation de M. Gbagbo et de nous tous qui le suivons dans sa conception de la politique. Dès que le régime a changé, après le coup d'État opéré par le général Gueye-Robert, le premier gouvernement du changement, M. Gbagbo m'a fait l'honneur de me proposer dans ce gouvernement comme le ministre de l'Éducation nationale, avec à charge d'appliquer le projet de société et le programme de gouvernement du FPI. La première des choses, c'était de renouer avec toutes les structures financières internationales qui avaient rompu leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle le PASEF, qui est un élément de la Banque mondiale qui permet de financer les constructions des classes. Je dois avouer que nous savions, étant dans l'opposition, que l'école ivoirienne a deux problèmes majeurs. Un, c'est les structures scolaires, à savoir les classes. Deux, le nombre d'enseignants.
Il fallait donc rapidement régler ce problème. Or, que ce soit au niveau des enseignants ou des structures scolaires, il fallait de l'argent que la Côte d'Ivoire n'avait pas. Donc, rapidement, l'éducation nationale va prendre des mesures pour renouer avec la restauration du PASEF. Et cela va nous permettre de construire 2500 classes par an. Deuxièmement, idéologiquement, il fallait faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. Or, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il y ait l'avènement du premier gouvernement du changement, le problème ivoirien était que à la scolarisation s'opposaient plusieurs obstacles. Qu'est-ce qui faisait que les enfants de Côte d'Ivoire ne pouvaient pas aller à l'école? Il y avait trop de charges. L'école ivoirienne coûtait trop cher. Eh bien, le président Gbagbo, même n'étant pas au pouvoir, puisqu'on était dans le régime militaire, m'avait donné donc des instructions pour que je puisse réduire de façon substantielle le coût de la scolarisation allant jusqu'à la gratuité. C'est ainsi que la première mesure était de libéraliser le port de l'uniforme, parce que la tenue scolaire, en fait, est une création coloniale. On n'a pas besoin d'aller à l'école en kaki forcément. Il s'agit de fabriquer des têtes bien faites. Il ne s'agit pas de voir des enfants bien habillés. Non. Donc, nous avons trouvé la tenue scolaire superflue. Et de surcroît, cette tenue scolaire décourageait la scolarisation. Donc, le président Gbagbo, à l'époque, n'était pas président. M. Gbagbo, donc, m'a instruit de libéraliser la tenue scolaire, ce que nous avons fait. Deuxièmement, en tant qu'enseignant moi-même, la pédagogie n'est bien appliquée que lorsque les enfants qui vous écoutent en classe, on les livre. Pour ce faire, c'était une autre difficulté. Les enfants de pauvres, majoritairement sortis des villages, n'avaient pas les moyens pour se doter d'ouvrages nécessaires à l'apprentissage. Monsieur Gbagbo donc va nous demander de faire en sorte que l'État même puisse éditer les ouvrages scolaires pour les distribuer. Et nous avons commencé au primaire. Aujourd'hui, cette gratuité de la distribution, au moment où j'ai quitté le ministère, on était déjà au CM. On distribuait donc à chaque rentrée les livres scolaires du CP1 au CM1. Après, cette politique a été massacrée. Et aujourd'hui, plus grave, les nouvelles autorités ivoiriennes sont revenues sur toutes ces décisions. Voilà donc, pour l'essentiel, ce que nous pouvons dire. La gratuité de l'école a été un élément essentiel de notre politique sociale en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement de la guerre le 19 septembre 2002, il faut avouer que tous ces efforts que nous étions en train de faire ont pris un coup très dur. En réalité, le pays a été divisé en deux. Une partie sous autorité de la rébellion et une autre partie sous l'autorité du gouvernement. Alors, c'est deux territoires qui, en théorie, étaient sous l'autorité du gouvernement, mais dans les faits, étaient d'une part sous l'autorité de la rébellion et d'autre part sous l'autorité du gouvernement. M. Gbagbo, donc à l'époque, était entre-temps devenu président de la République, en 2002 en tout cas, et quand cette réalité s'est imposée à nous, il fallait, là je mets le mot entre guillemets, se débrouiller pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. Premièrement, c'est l'administration qui a été complètement déstructurée. Il fallait remettre l'école à flot dans la zone gouvernementale. Et les dates de rentrée scolaire vont être complètement dépassées. Et il fallait s'adapter, créer plusieurs dates de rentrée scolaire et permettre aux enfants du Sud d'aller à l'école. Mais sans sacrifier les enfants du centre, du nord et de l'ouest. Comment réussir
cette difficulté. C'était cela. Donc, nous avons dû délocaliser certaines structures administratives du Nord, les CAFOP, qui sont les centres de formation des enseignants du primaire, ont été délocalisés dans la zone libre. Parce que nous considérions à l'époque que la zone sous la rébellion était la zone occupée, la zone assiégée. Et la zone gouvernementale était la zone libre. Donc, plusieurs structures administratives vont être délocalisées de la zone centre-nord-ouest vers la zone sud. Cela a entraîné une saturation de la zone sud. Ensuite, il fallait faire en sorte que dans la zone assiégée, l'école fonctionne quand même. Or, tous les enseignants persécutés par les rebelles avaient fui la région. Comment mettre l'école dans cette région sans enseignants? En tant que ministre de l'Éducation nationale, il fallait réussir ce pari. Or, il fallait, par rapport à notre idéologie, faire en sorte que tous les enfants, ou la majorité des enfants de ce pays, aient accès à l'école. Donc, il ne fallait pas négliger ceux qui étaient en zone assiégée. C'est pourquoi nous avons admis le principe du bénévolat. C'est à partir de 2002 qu'en Côte d'Ivoire, le bénévolat va faire son entrée dans l'école ivoirienne. Qu'est-ce que c'est? C'est donc des gens qui sont allés à l'école, qui se sont trouvés quelques capacités d'enseignants, naturellement, sans formation, et qui vont intégrer le système éducatif. À notre corps défendant, parce que c'est contraire à tout système pédagogique, cela, mais il fallait défendre l'école ivoirienne. Nous avons admis donc ce nouveau concept, les bénévolats, dans l'école ivoirienne. Dans la partie nord, centre, ouest, le bénévolat a été primordial. Ça nous a permis de sauver l'école ivoirienne. Aujourd'hui d'ailleurs, ça pose un problème puisque ces bénévoles, ayant fait quelques années d'enseignement, exigent leur embauche. Embauche définitive à la fonction publique. C'est un problème qu'il faut gérer. Mais enfin, je voudrais dire, dans l'ensemble, l'école a fonctionné grâce aux stratégies. On a dû même, au cours d'une même année scolaire, organiser 3 années scolaires, si vous voulez, dans une année scolaire. Il y a les écoles relais, les écoles de rattrapage, etc. Tout cela pour essayer de ramasser la majorité des enfants du pays, pour ne pas laisser quelqu'un sur le carreau. En tout cas, c'était une instruction ferme du président Gbagbo, que le ministre de l'Éducation que j'étais fasse en sorte qu'aucun enfant ne soit sacrifié malgré l'attaque politique dont il a été l'objet depuis le 19 septembre 2002. Vous savez, nous faisions tous ces efforts pour sortir de la crise créée par le coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique ou qui ont un mépris royal pour l'Afrique, ils nous imposent des systèmes qui ne s'imposeraient jamais chez eux. Après Marco VI, l'on a admis le principe de gouvernement pluriel. Le Front populaire ivoirien a gagné les élections de 2000 et on est venu lui imposer des ministres de l'opposition dans son ensemble, y compris la rébellion. Nous avions donc avec nous des rebelles ministres, souvent des analphabètes. Nous avions avec nous des opposants purs et durs qui ne voulaient même pas entendre parler de l'idéologie du Front populaire ivoirien, tel que le PDCI-RDA. Nous avions avec nous le RDR qui était venu tout juste pour approfondir le trou où il voulait nous enterrer. C'était tout cet ensemble hétéroclite, non homogène, qui était au gouvernement, autour d'une même table, autour de M. Gbagbo. C'était difficile. J'ai toujours dit que lorsque un parti politique gagne, c'est sur la base d'un projet de société et d'un programme de gouvernement. Lorsque des gens qui ne partagent pas du tout votre pensée politique viennent s'asseoir autour d'une même table dans un conseil des ministres, qu'est-ce que vous pouvez partager ensemble? Voyez-vous, aujourd'hui, le RDR au pouvoir est revenu sur toutes les décisions prises au moment où M. Gbagbo était là. La libéralisation de la tenue est remise aujourd'hui en cause.
La gratuité de l'école, ils essaient bien entendu de s'en accommoder, mais comme ils ne sont pas fondamentalement fondateurs, créateurs de cette pensée, ils n'arrivent pas à l'assumer réellement. Mais enfin, c'était avec ces hommes et ces femmes que nous avons essayé de faire quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas concilier l'irréconciliable. Des rebelles qui sont venus, qui eux ne jurent que par les armes, et des gens au PDCI qui, pour eux, l'ennemi juré, au lieu de nous considérer comme des adversaires, nous étions leurs ennemis, qui étaient assis à la même table du Conseil des ministres que nous. Lorsque nous avions des projets, évidemment, pour faire passer ces projets au Conseil des ministres, c'était difficile. Parce que l'opposition était féroce. Ce qui a ralenti, évidemment, notre élan. Et c'est ce que, d'ailleurs, tous ces opposants, les adversaires politiques recherchaient. Stratégiquement, ils ont intégré le gouvernement pour nuire, et bien nuire, au Front populaire ivoirien. Ils ont fini par avoir raison de nous, avec l'appui de la communauté internationale le 11 avril 2011. Après avoir donc fait mes preuves à l'éducation nationale pendant 7 ans et demi, en 2007, précisément en avril, le président Gbagbo m'a nommé au poste de ministre de la Défense. C'est un grand honneur. Aujourd'hui, je m'en réjouis. En tant que ministre de la Défense, en 2007, c'était pour exécuter l'accord politique de Ouagadougou. M. Gbagbo venait de signer cet accord avec M. Soro Guillaume, chef de la rébellion ivoirienne. Cet accord-là était un accord de paix, en réalité. Et, bien entendu, à la suite de l'attaque du 19 septembre 2002, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont déjà posés en Côte d'Ivoire. Le pays était divisé en deux, donc l'armée aussi était divisée en deux. L'effort à faire était de ramener de deux armées ennemies sur le territoire ivoirien, créer une armée nationale. J'insiste sur le fait d'une armée nationale. Pendant ce temps, nous avions notre projet de société et notre programme de gouvernement que nous tenions à ne pas abandonner. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, il y a eu un accord militaire entre la France et son ancienne colonie, la Côte d'Ivoire. Les clauses étaient claires, c'était des clauses de suggestion, avec en prime une gendarmerie, on pourrait le dire entre guillemets, la base militaire de Port-Boué, le 43e BIMA. Ces militaires sont les gendarmes dans la sous-région. Mais mieux, ça commence en Côte d'Ivoire. C'était pour les souverainistes et les indépendantistes que nous sommes, dans l'âme, insupportable, cette politique. C'est pourquoi nous avons demandé à la France qu'on maintienne des rapports de coopération militaire, mais qu'on assiste à un redéploiement de la base militaire de Port-Boué. En 2008, l'accord était parfait. Nous croyions. Or, c'était une stratégie de M. Sarkozy qui n'était pas véritablement en accord avec M. Gbagbo, mais qui cherchait à savoir comment il allait contourner la volonté de M. Gbagbo de faire en sorte que cette base puisse être maintenue en Côte d'Ivoire. En 2008, l'accord entre M. Gbagbo et M. Sarkozy, entre la France et la Côte d'Ivoire, donc, était clair. Le 43e BIMA devait être délocalisé, soit dans une autre région en Afrique, on avait avancé le nom de Djibouti, ou alors carrément la suppression de cette base militaire en Afrique, et précisément de la Côte d'Ivoire. Or, dans le fond de son cœur, M. Sarkozy n'était pas d'accord avec cette décision. C'est l'une des raisons qui vont justifier l'attaque musclée de la Côte d'Ivoire comme ça a été. Aujourd'hui, comme hier, nous pensons que 52 ans après les indépendances, la Côte d'Ivoire mérite d'affirmer
son indépendance et sa souveraineté. Cela peut se voir sur le terrain à partir d'un certain nombre de changements dans les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons besoin de discussions. Dès la prise de son pouvoir, avec le soutien de la France, la première chose, le premier acte posé par M. Ouattara, c'est d'aller remettre en place cet accord militaire. Nous comprenons donc que la France était d'accord avec nous sans être d'accord. Aujourd'hui, cela fait partie des éléments à discuter avec la France. Pour ce qui concerne le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire, il fallait créer une nouvelle armée ivoirienne qui soit nationale. Nous n'avons pas pu réunir les moyens pour le faire quand nous avons été obligés d'aller aux élections en 2010. Après ces élections, l'on a complètement oublié l'accord politique de Ouagadougou pour se mettre dans un esprit de vainqueur par les armes pour créer une situation des vainqueurs. Aujourd'hui, c'est une armée de vainqueurs qui est en place. C'est-à-dire que c'est les bandes armées descendues du nord, du centre et de l'ouest qui s'imposent partout, qui s'installent dans une sorte de substitution à l'armée régulière. C'est anormal. En l'absence de tout consensus, aujourd'hui, l'armée est en train, une armée qui est une sorte de milice pro-Ouattara, est en train de s'installer sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, cela n'est pas fait pour plaire aux ex-FDS, cela n'est pas fait pour plaire même aux éléments de la rébellion, car beaucoup ont été laissés pour compte, d'autres ont été engagés, contrairement à ce que l'accord politique de Ouagadougou disait. En tout cas, nous, dans l'opposition, nous disons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est contraire à tout consensus national. Par conséquent, ça ne peut être accepté par aucun Ivoirien digne de ce nom qui veut véritablement qu'il y ait une armée au service de tous. Bien entendu, la situation inacceptable qui a été créée par ceux qui sont venus pour le coup d'État de 19 septembre 2002 et coup d'État qui, ayant échoué, s'est mué en rébellion armée. Et cette rébellion armée tentait de récupérer, d'envahir tout le pays. Cette rébellion armée ne s'est jamais dessaisie de sa volonté de récupérer le pouvoir d'État, contrairement à ce que les différents accords stipulaient. Les différents accords stipulaient qu'il fallait négocier un nouveau vivre ensemble politique en Côte d'Ivoire. Mais la rébellion n'a jamais entendu la chose de cette oreille. La rébellion voudrait donc, avec beaucoup d'esprit malin, procéder de telle sorte que M. Gbagbo et son régime soient renversés. C'est ce qu'elle a entretenu jusqu'au 11 avril 2011. En voulant donc envahir tout le pays, c'est tout naturellement que dans certaines régions, sans que M. Gbagbo ait donné des instructions, sans que Gbagbo ait instruit qui que ce soit, les populations elles-mêmes, qui ne supportaient pas du tout d'être dominées par la rébellion, se sont auto-organisées pour résister à l'invasion rebelle. On a vu donc la naissance et la prolifération de certains groupes armés, civils, dans certaines régions de Côte d'Ivoire. On les a même baptisés des groupes d'autodéfense, sans instruction venue de qui que ce soit, sans que M. Gbagbo n'intervienne dans ce sens. On a parlé de milices, mais peut-être sa responsabilité venait du fait qu'il était le président à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, tout président dans tout pays peut assumer tout ce qui se passe dans le pays? Encore faut-il le démontrer. En tant que ministre de la Défense, je n'ai jamais reçu d'instruction de la part de M. Gbagbo pour créer une milice, ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas eu de milice pro-Gbagbo. Il y a eu des milices en Côte d'Ivoire qui sont des groupes d'autodéfense, des gens qui, voyant venir le danger que constituait la rébellion, se sont organisés pour dire non à la rébellion. Ça, oui, je peux l'affirmer.
Je vous ai parlé de la naissance d'une nouvelle armée. Le centre de commandement intégré était le laboratoire de réalisation ou de création de cette nouvelle armée. Mais vouloir créer une nouvelle armée nationale sous le commandement de qui? Car le chef de l'État est le chef suprême des armées. Le centre de commandement intégré donc devrait créer une armée nationale sous le commandement de M. Gbagbo Laurent à l'époque. Ce qui n'était pas du tout comme ça dans l'entendement des rebelles. Donc le centre de commandement intégré était une structure morte-née, n'est-ce pas? Ça ne pouvait pas fonctionner, puisque son ambition n'était pas partagée par la rébellion. Avec le centre de commandement intégré, on considère que la crise entre la partie gouvernementale et la partie sous rébellion devait se régler par la négociation pacifique. Or, la rébellion était dans la logique du renversement par les armes de M. Gbagbo. Le centre de commandement intégré, tout naturellement, n'a pas fonctionné. Je voudrais, par rapport à cette situation assez difficile que la Côte d'Ivoire vit depuis le 19 septembre 2002, dire que de la naissance de deux armées ennemies, il y a eu la nécessité, et cela M. Gbagbo lui-même l'a demandé, que l'ONU envoie des forces pour protéger les civils, pour intercéder aussi entre les deux armées. Le mandat de l'ONU, en arrivant en Côte d'Ivoire, était de faire en sorte que de deux armées ennemies, nous puissions évoluer vers un rapprochement pour permettre la création d'une armée nationale. Mais de cette mission fondamentale, il y a eu une déviation grave sur le terrain qui a fait que, en tant que ministre de la Défense, ce que j'ai constaté, c'est que les forces impartiales, l'ONUCI et la Licorne, vont prendre fait et cause pour la rébellion et soutenir psychologiquement, moralement, matériellement, toute la logistique de la rébellion sera donnée par les forces dites impartiales et vont les soutenir dans leur marche progressive du nord jusqu'à Abidjan. Et pire, incapables de dominer les forces pro-gouvernementales, eh bien, l'ONUCI, la Licorne et la rébellion vont même chercher du renfort les derniers jours pour bombarder Abidjan et particulièrement la résidence du président de la République. Je n'ai pas compris. Pourquoi? De la position des forces impartiales, ces forces-là sont devenues pro-rébellion pour soutenir de façon visible. On a vu des hélicos prendre des soldats rebelles et les descendre par endroits sur le territoire national. Au moment où, dans les jours fatidiques de la montée des rebelles sur Abidjan, c'est l'ONUCI et la Licorne qui bombardaient d'abord et l'ONUCI venait faire le ratissage. C'est pour un citoyen ivoirien, amoureux de la paix et de la démocratie, c'était dur à supporter et à voir cela. On a dit que les rebelles sont montés sur Abidjan comme si c'était un couteau dans du beurre. Mais pourquoi ça a été comme ça? Parce que ces forces rebelles ont eu le soutien aérien après avoir détruit nos aéronefs à terre en 2004. Non, c'était ignoble ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, pour aller à la réconciliation, il faut quand même qu'on apprécie tous ces faits-là et qu'on puisse au moins tirer tous les enseignements. Alors, par rapport à l'ONUCI, je voudrais vous dire que j'ai constaté en tant que ministre que l'ONUCI n'était pas venu pour régler notre problème en Côte d'Ivoire. L'ONUCI était venu pour enlever M. Gbagbo du pouvoir d'État. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est ce qui complique la situation. Lorsqu'on a compris cela, lorsqu'on a été témoin de cela, et que la même ONUCI vient vous proposer
des négociations, tout ceci. Mais il aurait fallu ne pas créer le problème. Après avoir créé le problème, notre difficulté dans ce pays, c'est que ceux qui veulent la paix ont été des facteurs de non-paix dans ce pays. Et c'est les mêmes. On reprend les rebelles, on reprend l'ONUCI, on reprend la licorne. Et c'est eux qui dirigent aujourd'hui la réconciliation, le dialogue national, etc. Que voulez-vous que M. Soro, M. Ouattara, qui sont supposés être à la base de la rébellion en Côte d'Ivoire, et après avoir entraîné, d'autres parleraient de co-auteurs indirects, après avoir donc entraîné la persécution, l'exécution sommaire de plusieurs Ivoiriens, de plusieurs soldats, que ceux-là viennent nous parler de nous asseoir autour d'une table et de discuter de paix, après avoir sémé la non-paix. C'est ça la complexité du problème ivoirien, qui va même conduire la négociation de paix en Côte d'Ivoire pour que la paix soit effective dans ce pays. Voilà la question. Après l'arrestation de M. Akoun, mes camarades ont trouvé mieux de me mettre plutôt troisième vice-président, chargé des questions de défense et de sécurité et devant prendre en compte les relations internationales et les représentations du FPI à l'extérieur. Voilà pour la réalité des faits. Le secrétariat général a été confié par intérim à M. Richard Kodjo, qui est un éminent camarade, ancien du parti, très expérimenté. Pour le militant fervent du Front populaire ivoirien, pour quelqu'un, un citoyen qui est au service de l'idéologie socialiste, un démocrate convaincu, pour celui qui a travaillé avec Babo Laurent, on ne peut que regretter ce qui est en train de se passer. D'abord, à l'origine de l'avènement de ce pouvoir, c'est les armes, c'est la guerre, c'est la victoire militaire. Non, nous n'avons pas cette conception de la lutte politique, de la conquête du pouvoir. C'est pourquoi nous considérons que même le parti unique était mieux. Le parti unique ne nous avait pas servi des armes. Nous avons discuté franchement. Mais aujourd'hui, c'est la politique des armes, la politique faite avec des armes. Non seulement on n'a plus le pouvoir par les armes, mais on continue de gouverner avec les armes. Aujourd'hui, nous sommes dans un état policier. Et c'est dommage, c'est un recul grave par rapport à la démocratie. Deuxièmement, je voudrais dire que la liberté de la presse dans ce pays, nous avons, quand nous étions au pouvoir, fait adopter une loi qui garantissait la liberté de la presse. Aujourd'hui, le pouvoir, les nouvelles autorités chiffonnent cette loi-là. C'est à longueur de journée que les journalistes sont en prison. C'est à longueur de journée que les journaux de l'opposition sont suspendus. Et les opposants sont pratiquement tous en prison. Ils sont en exil. Et ils ne peuvent pas manifester. Aujourd'hui, pratiquement, l'opposition est supprimée en Côte d'Ivoire, puisque aucune manifestation de l'opposition n'est autorisée. Et souvent, d'ailleurs, la répression des manifestations de l'opposition se fait dans le sang, suivi de mort d'homme. C'est grave, la situation actuelle. Et M. Ouattara vient encore d'officialiser le rattrapage, la politique du rattrapage, c'est-à-dire c'est la politique de tribalisation du débat politique qui fait que désormais, seules les populations du Nord, l'intelligence, la connaissance, tout ça, ça a changé de territoire. C'est seulement dans les territoires du Nord qu'il y a des gens intelligents, qu'il y a des gens expérimentés. Et c'est dommage cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un regret, un recul grave par rapport à la démocratie, par rapport à la réalisation de la nation. M. Ouattara, par rapport à ses pratiques de rattrapage, fait en sorte que le recul au niveau de la création de la nation est dramatique. Aujourd'hui, on oppose les populations, les ethnies, les unes aux autres. C'est grave.
Il faut que la communauté internationale qui a installé M. Ouattara puisse en prendre conscience pour lui donner des conseils s'il n'est pas trop tard. Parce que beaucoup d'erreurs ont été commises. Et je me demande bien si c'est rattrapable. Avec l'avènement de M. Gbagbo, je vous l'ai dit, c'était pour appliquer un projet de société et un programme de gouvernement. Eh bien, ce programme de gouvernement nous permet de mettre un point d'honneur à renforcer toutes les organisations panafricaines, à commencer par le Conseil de l'Entente. M. Gbagbo avait déjà organisé à Yamoussoukro une réunion de ce conseil comme pour réveiller cette vieille organisation. Mais au niveau de l'UEMOA, pour parler de la monnaie, au niveau de la CEDEAO, pour parler de la libre circulation des hommes, des biens et des personnes, M. Gbagbo avait, au niveau du programme de gouvernement, son idée là-dessus. Il a parlé de la création d'un fonds commun de développement des États de la sous-région. Il a parlé de la monnaie. Il fallait une monnaie régionale. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans un sens moderne, concevoir un pays sans monnaie. La monnaie est l'expression de la souveraineté, mais aussi de la puissance d'un État. Or, aujourd'hui, nous sommes encore confinés dans la monnaie européenne, particulièrement la monnaie française. Nous sommes attelés à l'euro. C'est dommage. M. Gbagbo et le FPI avaient leurs idées sur toutes ces questions. Et nous étions en train de mettre cela en place. Il fallait, au niveau de la route, faire en sorte qu'on décloisonne les États. Le chemin de fer devant partir de la Côte d'Ivoire au Niger. Et il fallait des routes internationales que M. Gbagbo avait commencé déjà à entamer. Le pipeline qui devait prendre le carburant du sud de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina. M. Gbagbo était en train de le faire. Il fallait créer également au niveau du transport des voies aériennes dans la sous-région. Mais avec l'attaque du 19 septembre 2002, tout cela est resté au niveau de vœux pieux. Et c'est dommage. Ce monsieur qui donc est un panafricaniste, un souverainiste, un indépendantiste pour prolonger le combat de M. Houphouët-Boigny, qui a été arrêté depuis 1957, parce qu'il ne faut pas l'oublier, M. Gbagbo a été à la base de la réinstauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui se trouve emprisonné à La Haye sous des prétextes fallacieux de criminel de guerre. Non, M. Gbagbo a été démocratiquement élu en 2000 et il a été attaqué le 19 septembre 2002. Ceux qui ont attaqué, c'est eux qui aujourd'hui sont considérés comme des victimes. Et M. Gbagbo se trouve à La Haye. 1000 fois dommage. Je voudrais dire que par rapport au traitement juridique de toutes ces questions, si le droit est appliqué, M. Gbagbo devait être libéré depuis. Mais c'est des procès politiques. Que ce soit les procès en Côte d'Ivoire, aujourd'hui élargis au Ghana ou à La Haye, c'est des procès purement politiques. M. Gbagbo incarne une nouvelle vision de l'Afrique. Et par conséquent, cette vision-là n'agrippe pas les impérialistes occidentaux. Et tant qu'un Africain va d'abord gouverner pour l'Afrique, il aura affaire à ces impérialistes occidentaux. Telle est la question qui est posée. On ne juge pas les faits. Si c'est les faits qu'on juge, M. Gbagbo n'a pas sa place à La Haye. Et personne en Côte d'Ivoire n'a sa place dans aucune prison. Les véritables coupables sont dehors aujourd'hui. Les véritables coupables, c'est ceux qui sont venus pour le coup d'État le 19 septembre 2002, qui ont introduit le fusil dans la politique ivoirienne et qui se promènent et qui sont promus à des hauts postes de responsabilité. C'est ça, la complexité du problème ivoirien. Et je veux dire que M. Gbagbo n'a pas sa place à La Haye. Si le droit est dit, il doit être libéré comme M. Kone Katina a été libéré tout récemment au Ghana. M. Gbagbo Laurent, par rapport à sa vision du développement de la Côte d'Ivoire, a été donc combattu comme ça a été le cas. Et aujourd'hui, il s'ensuit une crise grave. La Côte d'Ivoire a connu sa première guerre.
C'est grave, il y a eu beaucoup de destruction. Mais il ne faut pas désespérer. La crise, pour nous au FPI, a procédé d'une stratégie des Occidentaux qui a commencé d'abord par la diabolisation. Il fallait noircir l'image du Front populaire ivoirien et de M. Gbagbo Laurent pour réussir le coup de renversement. Aujourd'hui, donc, pour nous, il est question de combattre cette diabolisation. Aussi bien en Côte d'Ivoire que sur le plan international, il nous faut refaire l'image du Front populaire ivoirien et de M. Gbagbo Laurent. En réalité, pas refaire, mais dire les faits. Qui nous sommes? Il nous faut le dire à la communauté nationale qui nous connaît suffisamment, mais il faut quand même répéter, c'est pédagogique. Et il faut dire qui nous sommes à la communauté internationale, car la procédure scientifique adoptée par cette communauté internationale pour noircir M. Gbagbo et le Front populaire ivoirien, nous en sommes conscients. C'est d'ailleurs le soubassement de cette crise. Oui, le cacao ivoirien produit par des enfants esclaves. Oui, M. Gbagbo Laurent a des soldats organisés qui tuent tous les soirs. Oui, il y a eu la diabolisation. Il nous faut combattre cette diabolisation. On a instauré la rébellion. La rébellion devait être désarmée. Elle ne l'est pas encore jusqu'à ce jour. Il faut que la rébellion désarme pour que nous soyons dans une république normale. Ensuite, il y a eu l'arrestation de M. Gbagbo. Nous pensons que si on s'en tient aux faits, il faut absolument que tous ceux qui sont dans les prisons sortent des prisons. Et comme en Afrique, on se met sous l'arbre à palabres pour régler nos problèmes, même quand il y a eu mort d'homme, l'arbre à palabres réussit toujours à réconcilier les enfants du village. Nous sommes les enfants du village Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord pour nous réconcilier, même après les morts d'hommes, mais que tous nous soyons libres pour que, autour d'une même table, M. Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié puissent discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que ce que nous vivons en Côte d'Ivoire est inacceptable. Pour l'histoire contemporaine, c'est un cas d'école. Je crois que les Occidentaux ont voulu peut-être expérimenter quelque chose, mais ils ont le résultat. Ce résultat n'est pas bon. Il s'agit de diaboliser un pouvoir qui est en place et un régime qui gouverne pour ses citoyens. Alors que dans l'entendement de ces Occidentaux, il faut gouverner pour eux d'abord. Nous sommes entièrement d'accord pour une coopération bilatérale et multilatérale. Le Front populaire ivoirien n'est pas contre la coopération bilatérale et multilatérale, mais dans le respect des États. Nous souhaitons véritablement que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État indépendant, puisse s'ouvrir au monde entier, mais dans le respect de son indépendance et de sa souveraineté. Nous sommes pour que nous puissions organiser le commerce international entre la Côte d'Ivoire et tout pays, sans exclusive. Nous voulons qu'on ne nous piétine pas, alors que nous pensons que depuis 1960, nous sommes érigés au rang des États libres dans ce monde, et donc capables de développer la fraternité avec les autres. Nous voulons être avec les autres dans l'égalité et non pas dans la soumission.